Imaginez un village en brousse. Les enfants jouent devant les cases, les parents sont au champ. Le soir à la veillée, on se retrouve pour la palabre. La vie s'écoule paisiblement. Puis un beau matin, débarquent des grands gaillards avec un fort accent anglo-saxon, des chemises jaunes, oranges, bandes réfléchissantes, talkie-walkie, casques, des instruments un peu bizarres, des gros 4x4, les mineurs. Et ils se mettent à creuser un peu partout. Ça dure quelques semaines. Puis quelques mois plus tard, le président de la République de notre pays fait des belles annonces. Nous avons dans notre sous-sol, dans notre cher pays, du niobium, du tantal, de l'uranium. Avec cette richesse, nous allons être sur la voie de l'émergence. Nous allons faire des infrastructures. Demain sera meilleur. Alors vous vous dites, c'est formidable. Moi, je vais pouvoir avoir du travail. Je vais pouvoir envoyer mes enfants à l'université. Je vais pouvoir m'acheter un véhicule, améliorer ma maison. Et puis, les premiers employés arrivent. Des Australiens, des Canadiens, des Sud-Africains, des nationaux, mais de la capitale. Et quand vous allez au guichet d'embauche, on vous dit « Ah, mais toi, tu n'as pas de formation. Tu ne connais pas notre métier. Tu ne peux pas travailler avec nous. » Et là, vous contemplez tout ça, vous voyez les camions qui passent. Et comme me disait un vieux dans une mine au Gabon sur lequel j'avais travaillé, l'argent passe. Et oui, malheureusement, dans ces grands projets, c'est souvent la réalité. Pour les populations locales, l'argent passe. Alors on fait quoi? On s'en contente? Après tout, on paye nos impôts. Non, dans notre monde d'aujourd'hui, il faut faire du social, il faut faire des choses. Alors on donne de l'argent au club de foot, à la case de santé, à l'école. Ah, c'est mieux. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où on va partir? Parce que le puits de pétrole, il va s'assécher, un jour il n'y en aura plus. La mine, il n'y aura plus de minerai, ça sera fini un jour. Donc toutes ces subventions, il n'y en aura plus. Est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'on peut s'en contenter? Alors moi je vous dis, et si on investissait? Oui, je répète, et si on investissait? Alors, vous allez me dire, on parle d'investissement pour aider les populations locales. Mais réfléchissons un peu. C'est quoi un investissement? Quand on investit, on crée des emplois. On crée des emplois directs, on a des employés. On crée des emplois indirects, on a des sous-traitants, on a des fournisseurs. Ces gens ont des employés. Ces sous-traitants et ces fournisseurs ont eux-mêmes des employés, etc., etc. Ça crée de l'argent, du coup, qui circule. Cet argent est utilisé pour acheter des biens, des services, pour investir et avoir des employés, etc., etc. Ce sont des taxes, des impôts qui sont payés, qui sont utilisés par les pouvoirs publics pour avoir des écoles, des centres de santé, des infrastructures. Enfin, une entreprise, ça se projette dans l'avenir, ça pense à demain, donc ça investit toujours et toujours et toujours. Alors, petite parenthèse, quand je parle d'investissement et d'entrepreneurs, je parle des entrepreneurs non prédateurs, mais des entrepreneurs qui ont le sens du bien commun, le sens de la communauté aussi, le sens de l'autre. Mais globalement, je sillonne beaucoup l'Afrique, je rencontre énormément d'entrepreneurs, notamment en Afrique, et la majorité de ces entrepreneurs ont le sens de la responsabilité vis-à-vis de la société. Il y a une grande étude qui a été faite par un grand cabinet qui démontrait que 96% des chefs d'entreprise en Afrique considèrent que le développement durable, que la communauté est important, voire très important. Fermez la parenthèse. Alors, après 15 ans d'expérience professionnelle dans une ONG, un grand groupe international, 2 PME en France, en Amérique du Sud et en Afrique, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire et que le développement n'était pas que l'apanage des ONG, des grandes institutions internationales, mais que là aussi, là-dedans, les entreprises avaient quelque chose à dire. Et donc j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Classem, avec un associé, et notre métier, c'est d'accompagner les grands groupes industriels dans le développement d'activités économiques au plus proche de leurs installations, afin de créer de l'emploi et de l'économie pour les populations locales. Alors, je vous donne un exemple. On a travaillé sur une mine au Gabon, où, paradoxalement, la cantine
n'achetaient pas ces produits auprès des villages environnants. Pourquoi ? Parce que malheureusement, les gens n'étaient pas organisés en coopérative, ils avaient du mal à fournir des volumes demandés, pas de traçabilité, donc quid de la sécurité alimentaire, et surtout, ils étaient dans l'informel total. Donc on imagine mal le chef de cuisine, au petit matin, prendre son pick-up, aller dans les villages, acheter un régime de manne par-ci, du manioc par-là, ça ne marchait pas. Et donc on a monté une centrale d'achat qui travaille avec ces villages pour, dans un premier temps, fournir la cantine du site, et comme c'est une entreprise, on a été chercher des marchés par ailleurs. Et l'entreprise s'est développée, petit à petit. Et aujourd'hui, 5 ans après sa création, le site minier en tant que tel, lui, a fermé, le projet s'est arrêté, et l'entreprise, elle, continue. Elle a aujourd'hui plus de 100 salariés et travaille avec 800 paysans dans son environnement. Et en 4 ans, c'est presque 7 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires qui ont été dépensés dans la région et réinvestis dans la région. Deuxième exemple, avec un groupe minier, là aussi, Endeavour, qui est notamment basé ici à Abidjan. On investit dans des projets autour de chacun de leurs sites. On a fait récemment un investissement au Mali, dans la première usine de karité du Mali. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de karité au Mali. Le karité, les noix sont exportées. Alors pourquoi on fait investir des miniers dans une usine de karité ? Simplement parce que l'arbre à karité pousse dans la zone où eux ont leurs opérations. Donc investir dans cette usine, on parle de 30 000 tonnes, ce n'est pas un petit projet. Investir dans cette usine, c'est avoir un appel, une demande très importante de noix, et ces noix sont traditionnellement ramassées par les femmes des communautés. Donc cette demande génère en fait du travail pour ces personnes et pour les communautés qui sont autour du site. Donc elles bénéficient de manière indirecte de l'investissement industriel qui a été fait sur le site. Et deuxièmement, c'est fondamental pour le pays. Ça participe à l'économie du pays, puisque la valeur se crée beaucoup plus dans la transformation que dans juste le ramassage et l'envoi des noix. Donc on a une usine en fait, qui produit et qui transforme, qui crée de la richesse dans le pays. Donc on voit bien que c'est en créant de la rentabilité, qu'en créant de la rentabilité, on crée de la durabilité. On peut dire ce qui est rentable est durable. En effet, on a un intérêt à agir. Cet intérêt peut être financier, peut être aussi extra-financier. Et on se rend compte qu'on peut se projeter ainsi dans l'avenir. Les projets subventionnés, eux, ils s'arrêtent un jour ou l'autre. Les investissements, ils continuent. Alors, pas de naïveté, ça peut faire faillite aussi, mais la tendance est plus à la continuation. Donc vraiment, la rentabilité, c'est un élément clé de la durabilité. Pour ces projets, je crois beaucoup en la vertu de la PME comme vecteur de développement. Dans la PME, on a le chef d'entreprise qui est impliqué totalement, c'est son bébé, c'est son petit. Très souvent, ses équipes sont avec lui, c'est aussi leur petit. Il n'y a pas de bureaucratie, c'est efficace, ça avance vite, et ça permet cette agilité qui est nécessaire pour coller au plus près des réalités locales. Alors, c'est pas facile, et en Afrique, c'est particulièrement difficile. Il y a des problèmes liés aux infrastructures, il y a des problèmes liés au financement, c'est difficile de financer la PME en Afrique. Des problèmes de corruption, il y a des problèmes de la concurrence, de l'informel. Donc c'est vrai que les entrepreneurs en Afrique sont des héros, ça il faut se le dire. Et la PME, par ailleurs, elle permet aussi de coller vraiment à la réalité locale et de ne pas imaginer des projets trop grands, surdimensionnés, dans lesquels on va engloutir des millions de dollars et qui, au final, ne donnent rien. Enfin, c'est important dans ce type de projet de ne pas plaquer des idées toutes faites. On est très fort, souvent, pour importer une idée et se dire « Ah, voilà, ça marchait là, ça va marcher à cet endroit ». Non, il faut vraiment avoir des projets qui soient totalement adaptés à la réalité locale. Alors, vous allez me dire « C'est très bien tout ça, mais à quoi ça sert ?» On me l'a déjà dit, un patron opérationnel d'un groupe industriel qui m'a dit « Non mais t'es gentil, tu vas me faire dépenser $1 million dans une usine de karité, moi avec $1 million, j'achète un dumper. » Vous savez, ces énormes camions avec des roues qui ont 4 mètres de diamètre, ça lui parle au gars. Eh bien en fait, c'est extrêmement rentable pour lui.
On va voir pourquoi. D'abord, ce type de projet permet d'avoir des relations apaisées avec les populations locales. On ne mord pas la main qui vous donne du travail. Donc avoir une PME, une entreprise qui donne du travail au plus grand nombre, ça permet aux populations de profiter de l'investissement. Je connais un cas d'une usine où il y avait des mauvaises relations avec les populations locales. Elles ont envahi le site, commencé à casser des choses dans les bureaux, dans des ateliers. Ça a coûté presque 5 milliards de francs CFA. Avec 5 milliards, j'ai investi dans 2 usines de karité. Deuxièmement, si votre produit est un produit de grand public, une marque, c'est important d'envoyer une image positive de votre marque. On a tous en tête la tragédie qu'il y a eu au Bangladesh de cet immeuble où travaillaient des sous-traitants de marques de vêtements européens, cet immeuble qui s'est effondré et qui a fait des centaines de morts. Ça a eu un effet désastreux sur l'image de marque de ces entreprises-là. Et donc, à contrario, travailler de manière positive avec les populations renforce l'image de marque de son entreprise. Troisièmement, ça permet d'avoir des bonnes relations avec les autorités locales. Dans les grands projets industriels, ça se traite au niveau national. Et les autorités locales, en général, n'ont que les problèmes à gérer. Le fait d'investir dans des projets, de créer de l'emploi, de créer de la valeur localement, ça permet d'avoir des relations beaucoup plus apaisées, beaucoup plus positives avec ces autorités locales. C'est bon pour les investisseurs. Tous ces projets ne se font pas sans argent. Et c'est beaucoup d'argent. Cet argent vient des fonds d'investissement. Derrière ces fonds d'investissement, c'est vous, c'est moi, ce sont les économies. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'information. On veut savoir ce qui se passe, et on sait ce qui se passe. Et on veut que notre argent il soit bien utilisé. On n'a pas envie de financer, que notre argent serve à financer des mauvais projets. On veut que ça finance des bons projets. Ça a un impact considérable sur les projets industriels. Je vois quelques regards dubitatifs. Je vous promets, allez à Indaba, en Afrique du Sud, au mois de février. Il y a tous les ans la grande messe du monde minier, et on ne parle que de développement économique, que de développement durable. Pourquoi ? Parce que les investisseurs derrière poussent pour ça, parce que c'est important pour eux. C'est aussi excellent pour le management. Quand vous êtes un cadre, un agent de maîtrise, un employé d'une entreprise vertueuse, qui fait le bien autour d'elle, qui participe au développement économique de la région dont vous vivez, souvent de la région dont vous êtes originaire, eh ben, ça donne envie. Ça donne envie de se donner pour l'entreprise. Ça donne envie d'aller de l'avant. Et donc, c'est extrêmement positif pour les salariés, extrêmement positif pour le travail au sein de l'entreprise. Enfin, c'est bon dans les relations avec le gouvernement central, le gouvernement du pays. Non seulement on investit dans son business, celui pour lequel on vient, mais en plus, on participe au développement général du pays, au développement économique du pays, en sortant de l'habituel scolaire santé, et qui finalement est le rôle de l'État, et l'État désire l'assumer. Et donc on est ainsi un co-développeur du pays, et ça c'est extrêmement bon, et c'est extrêmement bon dans cette relation qu'on peut avoir avec les pouvoirs centraux, dans ce qu'on appelle la license to operate, cette licence, ce droit à opérer. Et donc, se soucier du développement économique local, vous voyez, on voit, c'est extrêmement vertueux. C'est bon pour les populations et c'est aussi bon pour l'industriel. Donc moi, je dirais, il ne faut pas se priver. Il ne faut vraiment pas se priver, il faut le faire. Et vous, les entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, allez voir les industriels, titillez-les. Démontrez-leur que c'est leur intérêt d'investir dans vos business, d'investir dans vos activités. Elles y ont à gagner comme vous y avez à gagner. Et donc moi, j'ai un vœu, ou je dirais même un rêve, ce serait que chaque industriel comprenne son intérêt, comprenne pourquoi il faut qu'il participe au développement économique local. J'aimerais que chaque industriel investisse dans un projet autour de son site, un projet de PME local, et qu'avec l'argent qu'il retire de ce projet, il investisse dans un deuxième projet, et ainsi de suite. Et de cette manière, par le travail, par le courage, par l'engagement,
on participera à la création d'un monde meilleur, d'un monde durable. Je vous remercie.